On va commencer tout de suite. Donc, bienvenue à cette nouvelle réunion thématique. Donc, le thème, c'est l'embauche de travailleurs handicapés dans votre groupement d'employeurs. Euh, donc aujourd'hui, on a deux invités exceptionnels, donc Bastien Fondon et Assia Rogaille du GE Andignes-Rhône. Je vais les laisser se présenter avant de commencer la réunion thématique. Bonjour, Bastien Fondon, chargé de gestion et de développement pour le groupement d'employeurs en Guillon-Rhône. On est un groupement spécialisé dans la mise à disposition de salariés en situation de handicap et on propose du coup un accompagnement à l'ensemble de nos adhérents sur le développement de leur politique. Merci. Bonjour, moi c'est Assia Rogaille, je m'occupe de la partie de la gestion administrative. Je suis sur le recrutement, la paie, la facturation et le suivi et l'accompagnement des salariés une fois qu'ils sont salariés. Voilà, donc merci à eux d'accompagner le CRGE sur cette réunion thématique. Donc tout d'abord, pourquoi nous avions choisi ce thème. On s'est rendu compte avec les collègues du CRGE, en travaillant sur certains secteurs d'activité prioritaires où on pourrait développer des groupements d'employeurs, que finalement les jeux, en tout cas les jeux du réseau, étaient assez peu sensibilisés à, à l'embauche de travailleurs handicapés. On avait peu, voire pas du tout dans leur GE. Et comme c'est également un sujet qui a connu des récentes évolutions du cadre juridique, ça nous paraissait important de faire le point. Et comme nous sommes à Lyon, c'était l'occasion de le faire dans les locaux du GE Andignes-Rhône. Alors, j'espère que pour le son, ça s'est amélioré. Donc si c'est faible, on va essayer de parler plus fort pour que vous nous entendiez bien. Donc on va surtout parler en fait de l'OETH, qui est l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés. Donc le cadre juridique après les conditions d'emploi, et ensuite on verra comment ça se traduit dans les faits, dans la pratique, sur le terrain, avec l'éclairage de l'expérience du groupement d'employeurs Andignes-Rhône. Donc il faut savoir que l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés a presque la même histoire que celle des GE. C'est-à-dire que c'est une loi de 1987, donc 2 ans après la loi qui institue les groupements d'employeurs, qui a créé cette obligation et qui a créé en même temps la GFIP pour gérer les fonds qui découlent de cette obligation, et pour accompagner les employeurs dans cette démarche. Donc c'est pas un dispositif qui est récent, mais il reste encore des fois trop méconnu. Donc la première étape, c'est de faire le point sur les salariés qui sont visés par cette obligation d'emploi, plutôt les salariés qui sont amenés à bénéficier de cette obligation d'emploi. Donc ce qui est important, c'est de bien distinguer les travailleurs handicapés, c'est-à-dire les travailleurs reconnus handicapés par la CDAPH, la Commission des droits d'autonomie des personnes handicapées, c'est bien ça, des bénéficiaires de l'obligation d'emploi. C'est-à-dire que les travailleurs reconnus handicapés sont bénéficiaires de l'obligation d'emploi, mais ils ne sont pas les seuls. On a aussi les victimes d'accidents du travail, de maladies professionnelles, quand l'incapacité permanente est supérieure à 10%. On a les titulaires d'une pension d'invalidité, quand cette invalidité réduit au moins des 2/3 leur capacité de travail. On a également les titulaires de l'allocation adulte handicapé. Et enfin, on a les bénéficiaires qui sont mentionnés dans le code des pensions militaires d'invalidité. Ce sont notamment les blessés de guerre, les victimes civiles de guerre, les sapeurs-pompiers accidentés du travail, les victimes du terrorisme aussi, et leurs conjoints ou leurs enfants. Le son reste très faible. D'accord.
Alors, je vais essayer de parler encore plus fort, mais je ne sais pas si je vais tenir une heure. Donc, ce qui est important aussi de savoir, c'est que du coup, tous ces salariés donc concernés par la liste qu'on vient de voir sont automatiquement bénéficiaires de cette obligation d'emploi, mais le salarié n'a pas d'obligation d'informer l'employeur de cette reconnaissance, de cette qualité de bénéficiaire. Il n'est pas non plus obligé d'en informer le médecin du travail. C'est-à-dire que si le salarié ne le fait pas, il peut pas être sanctionné par l'employeur. Ça ne prive pas non plus des droits reconnus aux travailleurs handicapés. Donc c'est vrai qu'en pratique, ça peut poser des fois des soucis pour l'employeur. Il y a eu notamment une jurisprudence en 2016 où un salarié travailleur handicapé avait été licencié. L'employeur ne savait pas qu'il était travailleur handicapé, et le juge a quand même reconnu au salarié le bénéfice, enfin les droits qui étaient attachés à cette qualité de bénéficiaire. Donc ça peut potentiellement être insécurisant pour l'employeur. Et dans le cadre d'un GE, voilà, c'est un peu la même chose. Le GE du coup peut mettre à disposition un salarié auprès de l'adhérent sans forcément avoir la connaissance que ce salarié est bénéficiaire de l'obligation d'emploi. Donc ça, c'était du côté des salariés. De l'autre côté, du coup, des employeurs. Seuls les employeurs qui occupent au moins 20 salariés ont l'obligation d'emploi. Ce qui ne veut pas dire qu'en dessous de 20 salariés, on ne peut pas, bien sûr, accueillir, embaucher des salariés, des travailleurs handicapés. Au contraire, mais si on est en dessous du pourcentage d'effectifs, on n'aura pas de sanction. Et c'est un effectif sécurité sociale, ce qui signifie pour les GE que les 20 salariés sont à apprécier en excluant les salariés mis à disposition. Donc, on n'est que sur les salariés exclusivement permanents, exclusivement consacrés à la gestion du groupement d'employeurs. Donc, dans les faits, très peu de GE sont concernés par l'obligation d'emploi. Par contre, les adhérents des GE, eux peuvent être concernés par cette obligation d'emploi et peuvent être potentiellement du coup intéressés par le fait que les GE mettent à disposition des salariés bénéficiaires d'obligations d'emploi pour répondre eux-mêmes à leurs obligations, notamment aux 6% d'effectifs. Et ce qui est important aussi à signaler, c'est que ce seuil de 20 salariés, depuis les récentes réformes, notamment la loi Pacte, il faut avoir franchi ce seuil pendant 5 années consécutives pour que l'obligation se déclenche. Jusque-là, c'était 3 ans. Donc ça laisse quand même le temps de se mettre en conformité. Et donc pour exécuter l'obligation, elle porte elle oblige l'employeur à embaucher au moins 6% de son effectif. Donc ces 6%-là doivent être des salariés bénéficiaires de l'obligation d'emploi. Mais on peut l'exécuter de différentes façons. Il y a des modes d'exécution de cette obligation qui permettent de la satisfaire pleinement, donc d'avoir aucune sanction, aucune pénalité, ou partiellement. Et on peut combiner les deux. Donc on va voir un peu les différents modes. Donc bien sûr, le premier mode d'exécution qui est le plus logique, c'est l'emploi de bénéficiaires. Donc emploi de bénéficiaires de l'obligation de l'OETH, ça peut être des salariés en CDI, aussi en CDD, ça peut être des salariés mis à disposition par un GE, et ça peut être des salariés intérimaires mis à disposition par une ETP. Donc le salarié qui est mis à disposition est décompté comme bénéficiaire dans l'entreprise utilisatrice, donc chez votre adhérent. Mais du coup, il n'est pas décompté dans le GE. Si jamais vous êtes un très gros GE et que vous avez plus de 20 salariés permanents et que vous êtes soumis à l'ETH, tous les salariés, les travailleurs handicapés mis à disposition de vos adhérents ne rentreront pas dans votre.
propres effectifs. Et donc, le GE doit fournir une attestation annuelle du nombre de bénéficiaires mis à disposition. Bien sûr, encore faut-il qu'il ait connaissance de ces bénéficiaires. Et donc, il y a des règles de calcul un peu particulières. C'est-à-dire que tous les salariés qui sont embauchés au moins à mi-temps et jusqu'au temps plein comptent pour une unité. Et tous les salariés qui sont embauchés sous le mi-temps comptent pour une demi-unité. Même si c'est un temps partiel de 10%, c'est un bénéficiaire qui compte comme une demi-unité. Et bien sûr, c'est proratisé suivant le temps de présence dans l'entreprise. Et important de signaler aussi que la reconnaissance de la qualité de bénéficiaire, si elle se produit en cours d'année, par exemple si au mois de septembre, un salarié qui était là depuis le début de l'année acquiert la reconnaissance de travailleur handicapé, ça produira des effets pour toute l'année, c'est-à-dire qu'il sera considéré comme étant bénéficiaire de l'OTH sur toute l'année. Alors, donc il y a une question, à qui fournir l'attestation? Du coup, là, c'est à l'entreprise adhérente qui bénéficie de la mise à disposition du ou des bénéficiaires de l'obligation d'emploi. Et en plus de l'attestation, il faudra qu'il puisse fournir également la notification de reconnaissance de la personne, puisqu'elle peut être demandée au moment de la déclaration. Donc l'attestation plus la notification qui a été éditée et envoyée au bénéficiaire, pour lequel il y a du coup il peut faire une copie et transmettre à ce moment-là également à l'employeur pour une valorisation. J'espère que ça répond à votre question. Parfait. Donc il y a également un deuxième mode, c'est le versement du coup de la contribution AGFIP. Donc l'AGFIP, c'est l'association de gestion du fonds pour l'insertion professionnelle des personnes handicapées, qui a été créée en même temps que la loi. Donc cette contribution, elle se calcule en multipliant le nombre de bénéficiaires manquants. Par exemple, on est une entreprise où il y a 100 salariés, donc il y a une obligation d'embaucher 6 salariés bénéficiaires de l'OETH. Mettons que cette entreprise en embauche 2, ça fait 4 bénéficiaires manquants. Donc on multiplie ce chiffre par le coefficient de minoration au titre des ECAP. Donc les ECAP, ce sont les emplois ayant des conditions d'aptitude particulières. Donc il y a une grande liste, ça peut être par exemple les ambulanciers, les hôtesses de l'air, les conducteurs d'engins agricoles, les chauffeurs routiers, etc. En gros, les métiers qui justifient le fait qu'on ne va pas embaucher des travailleurs handicapés sur ces postes. Donc, ça va dépendre en fait du secteur d'activité et des métiers au sein de l'entreprise. Donc ça va en fait, ça peut amener à minorer cette contribution AGFIP. Et on multiplie ce chiffre-là par 30 fois le SMIC horaire. Donc ça va dépendre de la taille d'entreprise. Ça peut aller de 400 SMIC horaires à 600 SMIC horaires. Et quand quand on est sur une contribution majorée, ça peut aller au-delà jusqu'à 1500. Il y avait pour déterminer le nombre de bénéficiaires manquants. Jusque-là, on pouvait avoir pas des dérogations, mais on pouvait diminuer ce chiffre-là si on avait embauché, pour la première embauche d'un travailleur handicapé ou pour l'embauche d'un travailleur handicapé qui était chômeur de longue durée, qui avait moins de 25 ans, je crois, et plus de 56 ans, voilà. Donc ça a été par contre restreint et la seule minoration possible, ce sera pour les efforts faits pour embaucher des bénéficiaires qui ont des difficultés particulières de maintien dans l'emploi. Donc ça c'est un peu restreint. Le dernier mode d'exécution de l'obligation, le dernier mode plein, c'est l'application d'un accord. Donc, ça peut soit être un accord de branche, soit un accord d'entreprise.
et obligatoirement cet accord doit être agréé par l'administration. Sinon, il n'est pas valable. Qu'est-ce que c'est que cet accord? C'est un programme en faveur des travailleurs handicapés qui va prévoir des actions dont le coût correspond à la hauteur de la contribution qui aurait dû être versée. Donc ces actions, ça peut être un plan d'embauche en milieu ordinaire, un plan de maintien dans l'emploi, un plan d'insertion, etc. Donc ça va dépendre de chaque entreprise. Mais il suffit pas, bien sûr, d'avoir un accord. Si cet accord n'est pas respecté, il y aura une pénalité qui sera appliquée. Petite précision au niveau du coup de la validation de l'accord, sauf dispositif spécifique, c'est la directe qui valide à ce moment-là et qui accompagne les entreprises pour la validation du coup de l'accord et qui suit par la suite l'évolution de la mise en œuvre du coup de l'accord et des actions qui sont liées justement par rapport à cet accord-là. Merci pour la précision. Ensuite, on a également des modes d'exécution partiels. Alors, on a tout d'abord, l'entreprise peut accueillir des stagiaires. Bien sûr, il faut que ce soit des stagiaires bénéficiaires de l'OETH et les stages doivent être d'une durée minimum de 35 heures. Ça peut concerner des stages étudiants, des stages AGFIP, des stages Pôle emploi ou tout stage de formation professionnelle. Jusque-là, c'était pris en compte dans la limite de 2% de l'effectif des stagiaires. À partir de 2020, ça va être déplafonné. Et ils sont également pris en compte comme exécution de l'OETH les accueils en période d'immersion d'observation. Donc les PMSMP, les périodes de mise en situation au milieu professionnel avec Pôle emploi et les périodes d'observation des élèves d'enseignement général, souvent les stages d'observation en troisième. Et ça, bien sûr, les élèves concernés doivent être des élèves qui soit bénéficient d'une prestation de compensation du handicap, soit d'une allocation d'éducation de l'enfant handicapé. Et on a également, et c'est souvent un point important, tous les contrats avec le secteur adapté ou protégé. Donc, si l'entreprise passe des contrats de fourniture, de sous-traitance, de prestation de services avec soit des entreprises adaptées, soit des ESAT ou des travailleurs indépendants handicapés, ça permet de s'exonérer partiellement de l'obligation. Les ESAT, ce sont les établissements ou services d'aide par le travail. La petite nuance avec la réforme, là, c'est qu'à partir de 2020, tous ces contrats ne permettront plus vraiment de s'acquitter de l'obligation d'emploi, mais ils seront déductibles de la contribution AGFIP. Et oui, et ça a été rajouté ça très récemment, les contrats valables peuvent être aussi passés avec une entreprise de portage salarial si le salarié porté est bénéficiaire de l'OETH. Je pense que ça concernera peu de personnes, mais ça a été rendu possible. Enfin, pour finir sur le cadre juridique, tout employeur peut demander à la GFIP de se prononcer sur sa situation par rapport à l'OETH. Donc, quel effectif, comment on détermine si on est au-dessus du seuil ou non, et comment on détermine l'effectif précis pour calculer les 6%, comment on met en œuvre l'obligation, qui est bien bénéficiaire ou non. Enfin, on peut interroger la GFIP sur toutes les questions qui se posent pour répondre à cette obligation. Donc, la GFIP a 2 mois pour répondre et la position est valable 5 ans. C'est un peu similaire à la logique de rescrit fiscal notamment. À partir de 2020, par contre, ce sera plus la GFIP qui va gérer le rescrit, ce sera directement l'URSSAF. Est-ce qu'il y a des questions sur cette première partie sur le cadre juridique? Sinon, on va passer à
à la deuxième partie, donc plutôt sur les conditions d'emploi des travailleurs handicapés en milieu ordinaire, dans les entreprises, dans les GE. Peut-être juste petite précision, aujourd'hui, il existe un organisme équivalent à la GFIP qui s'appelle le FIP et qui lui assure du coup la même fonction que la GFIP mais sur le secteur public et qui dispose également du coup des revenus générés par les contributions et qui intervient dans l'ensemble des collectivités ou l'ensemble des établissements publics pour du coup la gestion de l'obligation d'emploi dans le secteur public. Voilà. Très bien. Du coup, on va passer à la suite. Donc sur le cadre de l'embauche des travailleurs handicapés. Donc, tout employeur peut faire appel aux services de Pôle emploi, de la GFIP et de Cap emploi. Il faut savoir aussi que sur la médecine du travail, il y a des règles particulières, parce que les salariés reconnus de travailleurs handicapés bénéficient d'un suivi médical adapté. Donc, c'est notamment le fait que le délai maximal entre deux visites médicales est de 3 ans, et non pas de 5 ans pour les salariés lambda. La RQTH, qu'est-ce que c'est? C'est la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé. Donc, cette demande de reconnaissance, elle est déposée auprès de la MDPH, qui est la Maison départementale des personnes handicapées. Et c'est la CDAPH qui va reconnaître la qualité de travailleur handicapé. Donc, pour cela, il faut que la personne ait comment dire, une réduction de sa possibilité d'obtenir ou de conserver un emploi suite à l'altération de plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales ou psychiques. Donc, le but, c'est de prendre en compte tous les types de handicaps possibles. Ce sont bien sûr pas seulement les handicaps physiques. Donc, peut-être que on pourrait avoir une illustration, notamment à Anguigno-Rhône, des différents types de handicaps. Alors oui, on peut déjà peut-être préciser au niveau de la reconnaissance qualité de travailleur handicapé, c'est pas une reconnaissance qui vient automatiquement. C'est-à-dire qu'il faut que la personne fasse elle-même la démarche de la demande, sinon il n'y aura pas de reconnaissance, je dirais, naturelle liée du coup à une situation. Ce qu'il faut aussi également bien comprendre, c'est que la reconnaissance qualité de travailleur handicapé n'est pas non plus attribuée pour la vie. Ça veut dire qu'il y a souvent un renouvellement à faire. Pourquoi? C'est puisque du coup la reconnaissance permet simplement d'indiquer qu'à un instant T, il y a un décalage entre la problématique de santé et l'exercice de la fonction pour laquelle la personne est actuellement embauchée. Et la reconnaissance permet simplement de notifier qu'il y a effectivement une difficulté et qu'aujourd'hui, on doit observer une attention particulière qu'il puisse continuer à sa mission, soit dans le cadre d'un aménagement de poste ou d'un aménagement organisationnel. Tout ça, après, il existe différentes structures qui peuvent accompagner les entreprises pour du coup adapter, je dirais, au mieux le poste. Au niveau des handicaps, aujourd'hui, tout type d'handicap peut être reconnu, puisque aujourd'hui, la reconnaissance qualité de travail handicapé est juste là pour faire, en fait, la restriction par rapport à l'exercice ou à la mission proprement dit. Donc aujourd'hui, on peut avoir autant des reconnaissances sur des handicaps physiques, mais qui peut être également aussi sur des handicaps mentaux ou psychiques également. Aujourd'hui, au niveau de notre groupement, on a en termes de handicap une grosse proportion effectivement d'handicap physique et je dirais à la marge un petit peu d'handicap psychique. Mais vraiment aujourd'hui, on est effectivement sur un handicap le plus représentatif, je dirais aujourd'hui, sur les difficultés physiques proprement dit. Voilà. Merci pour cet éclairage. Donc là, une fois qu'il y a la reconnaissance, cette reconnaissance de travailleur handicapé, le salarié concerné va être orienté soit vers le marché du travail, donc le milieu ordinaire ou l'entreprise adaptée, soit vers un ESAT. Il y a également pour toutes les entreprises qui ont des représentants du personnel,
ces représentants du personnel, donc maintenant le CSE, ont un rôle à jouer dans cette politique-là à plusieurs niveaux. Tout d'abord, le CSE doit être consulté sur les mesures prises par l'employeur pour faciliter la mise ou le maintien au travail des travailleurs handicapés, notamment sur l'aménagement des postes de travail. Et le CSE doit être informé via la B2S des différents éléments sur la politique d'embauche de travailleurs handicapés. Et la déclaration annuelle obligatoire par rapport à l'ETH doit être communiquée au CSE. Donc c'est important en tant qu'employeur qui est à la fois soumis à l'obligation d'emploi et qui est à la fois à des représentants du personnel de bien les associer à ces démarches-là. La loi prévoit également dans toute entreprise de plus de 250 salariés, ce qui en exclut quand même pas mal, un référent handicap. Donc là, c'est un salarié d'entreprise qui va avoir pour but d'orienter, d'informer, d'accompagner des personnes en situation de handicap, donc qui est clairement désigné, comme la loi peut prévoir par exemple un référent en matière de discrimination ou en matière de protection des données personnelles. Là, c'est un salarié sur lequel les autres salariés de l'entreprise pourront s'appuyer sur toutes les questions relatives à cette thématique. Il y a une question avec le CSE quand on n'a pas l'OETH. Est-ce qu'on va parler du personnel MAD qui a une RQTH? Bonne question. C'est-à-dire que est-ce que l'obligation d'information du CSE sur la mise en œuvre de l'obligation d'emploi concerne aussi les employeurs qui sont sous le seuil de 20 salariés, qui n'ont pas l'obligation d'emploi, mais qui embauchent quand même des travailleurs handicapés. Ce qu'il faut savoir aujourd'hui, c'est que dans l'évolution de la loi, aujourd'hui, toutes les entreprises devront au moins faire la déclaration d'obligation d'emploi. Ça veut dire que même les entreprises de moins de 20 salariés auront une obligation de déclarer éventuellement les salariés qui sont en situation de handicap au sein de l'effectif. À partir de, je crois, janvier 2020, la déclaration ne se fera plus annuellement, mais elle se fera par le biais de la DSN. Donc, ça peut être effectivement intéressant aujourd'hui que le CSE soit éventuellement informé. Après, sous condition aussi que le salarié ait accepté d'informer du coup de sa reconnaissance travailleur handicapé. Mais effectivement, aujourd'hui, les entreprises qui ne sont pas soumises à l'obligation peuvent quand même bénéficier de certaines peut-être aides au niveau peut-être de l'aménagement ou peut-être au niveau des aides dans le cadre d'un projet de formation, comme toute l'entreprise même de plus de 20 salariés qui sont également soumis à l'obligation d'emploi. Alors, je ne sais pas si j'ai pu répondre correctement à la question. Et il y avait, il y a quand même après la notion aussi de protection de la vie privée, c'est-à-dire que dans la déclaration annuelle obligatoire qui doit être communiquée au CSE, ça concerne toutes les informations sauf la liste des bénéficiaires. Donc, c'est-à-dire qu'on est plutôt sur des informations qui concernent les moyens mis en œuvre, donc au niveau financier, etc. Quels postes ont été adaptés ou autres, mais plus que sur le nom et les fonctions des personnes qui sont concernées. Les salariés concernés, entre guillemets, ont droit à l'anonymat. Bon, forcément, plus l'entreprise est petite, plus on va facilement deviner de quel salarié il s'agit, mais les handicaps ne sont pas forcément visibles et l'employeur du coup n'est pas forcément à divulguer toutes ces informations personnelles au CSE. Donc, Bastien a commencé à l'évoquer, les employeurs ont droit à un certain nombre d'aides financières pour l'emploi de travailleurs handicapés. Donc, sur le site de la GFIP, vous pouvez retrouver
toutes les aides qui sont prévues. On a un certain nombre. Donc on a notamment des aides liées à l'intégration du travailleur handicapé, à la recherche de solutions pour maintenir l'emploi ou encore à l'adaptation des postes de travail. Il y en a d'autres, mais le but c'était pas de faire toute la liste. Et on a également des aides voilà, prévues par la loi qui, on va dire, sont plus automatiques. Donc si on embauche un apprenti travailleur handicapé, l'employeur bénéficiera de l'aide unique à l'apprentissage. Il y avait auparavant une aide spécifique pour les apprentis handicapés. Elle a été supprimée puisque toutes les aides, les différentes aides à l'apprentissage ont été réunies via cette aide unique. Et on a également une aide à l'emploi pour les personnes qui ont fait l'objet d'une reconnaissance de la lourdeur du handicap, RLH. Donc là, il faut que l'employeur prouve que les charges induites par le handicap de ce salarié sont supérieures à 20% du SMIC. Donc il adresse la demande à la GFIP et il doit aussi informer le salarié qu'il a fait cette demande à la GFIP. Et donc si c'est accordé, l'employeur va bénéficier de cette aide à l'emploi RLH pour 3 ans. Et c'est une aide qui est versée de manière trimestrielle et ça correspond à 550 SMIC horaires par an. Donc c'est quand même une aide relativement conséquente. Peut-être précision au niveau effectivement de cette reconnaissance de la lourdeur du handicap. Cette mesure en fait est là pour venir compenser financièrement le manque de productivité lié à l'handicap du salarié. Pour rapidement vous donner un exemple peut-être un peu plus concret, une personne qui travaille sur une ligne de conditionnement par exemple et qui doit conditionner 100 bouteilles à l'heure, aujourd'hui il va apparaître que suite à l'handicap proprement dit ou à la restriction médicale ou à la difficulté médicale du salarié, le salarié ne peut que conditionner 80 bouteilles au lieu de 100. Et à ce moment-là, du coup, la GFIP interviendra financièrement pour compenser du coup le manque de conditionnement sur les 20 dernières bouteilles qui n'ont pas été conditionnées. Aujourd'hui, cette mesure intervient vraiment dans la dernière des démarches dans le cadre des aménagements. Ça veut dire que aujourd'hui, avant d'engager cette demande, on doit mettre en œuvre un ensemble du coup de démarches en termes d'études de poste, d'aménagement organisationnel ou technique avant de pouvoir envisager du coup ce dispositif-là. Voilà. Donc souvent la RLH est également calculée en fonction voilà de coût de production, du salaire. Donc il y a un savant mélange, je dirais, de calcul qui prend un certain nombre donc, de données financières pour pouvoir après appliquer le montant de la RLH. Il y a effectivement du coup une notification qui est après transmise à l'entreprise pour justifier à ce moment-là de l'accès à la RLH et permettre également par la suite du coup de disposer des aides à l'emploi qui permettaient d'être, je dirais, débloquées par l'attribution de cette RLH. Très bien. Et pour finir du coup sur le cadre juridique, on appelle le statut du salarié handicapé. Donc globalement, le salarié a les mêmes droits et obligations que tout autre salarié. Donc il a le même salaire avec les mêmes cotisations sociales, etc. Il a des droits en plus, mais liés à son handicap, c'est-à-dire que les postes de travail et les locaux doivent être aménagés pour que tout travailleur handicapé puisse bien sûr y accéder aisément. Il y a aussi une protection au niveau du licenciement, c'est-à-dire que bien sûr, comme pour toutes les discriminations, il est interdit de licencier un salarié en raison de son handicap. Il y a une exception sur l'inaptitude qui est assez logique. Et en cas de licenciement, il y a un doublement du préavis pour tous les bénéficiaires de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés. Donc, on peut supposer voilà, que ce soit lié à une difficulté accrue pour retrouver un travail par la suite. Donc très rapidement, voilà, j'expliquais qu'aujourd'hui, je faisais un petit peu le point par rapport aux difficultés que les personnes en situation de handicap pouvaient rencontrer, ou du moins les freins qu'on constatait par rapport à un retour à l'emploi. Donc la principale est souvent du coup une rupture dans le parcours professionnel,
liées à une problématique de santé et du coup une période engagée sur du coup des soins et qui souvent ne permettent pas de valoriser le parcours professionnel. Et également, souvent et un bon pourcentage des personnes en situation de handicap, du coup surtout essentiellement ceux reconnus pour licenciement pour inaptitude, doivent envisager du coup une réorientation professionnelle. Et pour ça, ils doivent mettre en place un parcours de formation et souvent, du coup, le manque d'expérience derrière par rapport à cette réorientation reste également un frein. Et c'est pour ça qu'Andy Lyon-Rhône a souhaité mettre en place un groupement d'employeurs qui permettrait de pouvoir faire la passerelle, justement, la sécurisation et l'insertion du coup des personnes en situation de handicap. Mais hormis cet objectif-là, Andy Lyon-Rhône a souhaité pousser un petit peu l'objectif un peu plus loin en délivrant du coup une offre de service qui permettait de pouvoir proposer un accompagnement un peu plus global auprès de ces entreprises adhérentes, en proposant des solutions innovantes en termes de recrutement, de par les process de recrutement, mais également par rapport à l'accompagnement des salariés qui sont mis à disposition en entreprise et l'accompagnement également des entreprises à pouvoir les intégrer au sein du coup de leurs effectifs. Donc rapidement, afin de pouvoir du coup sécuriser cet objectif, on a organisé notre offre de service autour de 4 axes qui pour nous sont les 4 axes qui nous permettront du coup de pouvoir sécuriser au maximum cette réinsertion. Donc le premier axe, bien évidemment, c'est l'appui et le conseil au recrutement auprès de nos entreprises adhérentes. Donc on propose un appui du coup au niveau du coup dans un premier temps déjà de l'étude de poste. Effectivement, donc aujourd'hui, la connaissance du poste et des missions qui sera proposée reste un point essentiel dans le cadre du recrutement, puisqu'il permet du coup dans un premier temps de pouvoir cibler l'ensemble des contre-indications que l'on doit relever pour pouvoir du coup mettre en place à ce moment-là soit éventuellement un aménagement de poste qui pourrait être lié aux restrictions médicales du salarié envisagé, mais également de pouvoir aussi sécuriser du coup l'intégration du salarié. Donc notre conseil au recrutement donc se divise sur 4 parties. Donc tout d'abord un sourcing multisectoriel et qualifié des personnes TH. Donc c'est-à-dire que notre groupement s'appuie sur l'ensemble des acteurs qui accompagnent les personnes en situation de handicap dans le cadre de leur démarche de recherche d'emploi. C'est-à-dire qu'on va s'appuyer sur leur expertise en termes d'accompagnement pour pouvoir sécuriser du coup le recrutement de cette personne en s'assurant qu'à ce moment-là, dès lors que la personne intégrera le poste, elle ne soit pas en difficulté proprement dit. On peut également proposer directement une visite au niveau des entreprises pour pouvoir faire une analyse approfondie, puisque c'est vrai qu'aujourd'hui, nous avons une certaine expertise en termes d'observation pour observer par exemple tout ce qui va être accessibilité, mais également un découpage de l'ensemble des missions pour voir quelles sont les contre-indications qui vont être liées. On propose également du coup, dès lors qu'on propose des candidatures à nos entreprises adhérentes, un petit résumé du parcours professionnel en plus du CV, puisque aujourd'hui, comme je vous le disais au début, souvent le CV ne reflète pas réellement les aptitudes et les compétences du coup du candidat que l'on propose. Et c'est dans le cadre d'un entretien de recrutement qu'on vous présentera dans un second temps que là, à ce moment-là, on essaie de cibler l'ensemble des points qu'on peut mettre en avant pour pouvoir, du coup, à ce moment-là, présenter la candidature auprès de nos entreprises adhérentes. Le deuxième axe, du coup, de notre offre de service est un peu dans le cadre de la compensation de handicap, mais également, du coup, de pouvoir assurer l'intégration et le suivi en entreprise. Donc, ce deuxième axe s'adapte en fonction, je dirais, de l'état de maturité de l'entreprise par rapport à sa capacité à accueillir une personne en situation de handicap, puisqu'on peut avoir autant des entreprises qui ont déjà développé une mission handicap et qui ont déjà eu l'occasion d'intégrer des personnes en situation de handicap et sur lesquelles ils ont déjà organisé des process qui permettent de pouvoir sécuriser cette intégration. Et dans le cas contraire, où c'est une entreprise qui souhaite du coup, qui envisage uniquement de pouvoir se lancer sur ce type d'intégration, mais qui aujourd'hui n'a pas de politique engagée ou n'a pas une structure qui permette de pouvoir sécuriser ce type d'intégration, à ce moment-là, nous proposons un accompagnement personnalisé qui peut aller du coup de notre présence au moment de l'intégration, de la prise de poste, sur la prise de consigne, mais également avec l'organisation d'un suivi régulier tout au long de la mise à disposition, puisque nous, l'ensemble des entreprises adhérentes qui bénéficient d'une mise à disposition, on impose des bilans de suivi réguliers
qui sont en fonction bien évidemment de la durée de mise à disposition, donc des bilans à fin de période d'essai, à moitié de mise à disposition, mais également en fin de mise à disposition. L'idée de ce suivi, c'est bien évidemment de faire un point régulier par rapport aux salariés, de voir s'il n'y a pas de difficultés particulières rencontrées et que s'il y en a, à ce moment-là, qu'on puisse anticiper au mieux pour pouvoir proposer des solutions qui permettent de pouvoir éviter ce type de difficultés. Notre objectif également, c'est de pouvoir être un petit peu l'interlocuteur unique auprès de nos entreprises adhérents sur toutes les actions qui pourraient favoriser l'intégration ou le suivi du parcours professionnel de ce salarié. Dans le cadre des mises à disposition, je dirais sur un moyen ou longue durée, le groupement d'employeurs s'engage bien évidemment à mettre tout en œuvre sur la partie aménagement de poste. C'est-à-dire que c'est le groupement d'employeurs qui prendra en charge bien évidemment le suivi médical du fait de son rôle d'employeur, mais qui prendra contact également avec l'ensemble des organismes qui peuvent intervenir. Donc, ça peut être autant un ergonome, par exemple, pour faire une étude ergonomique du poste, ou alors, effectivement, prendre contact avec des fournisseurs de matériel afin de pouvoir organiser des tests de matériel et valider à ce moment-là un aménagement de poste. Dans le cadre éventuellement de transfert de contrat entre le groupement et une embauche définitive au niveau de nos entreprises adhérentes, ce que nous, on peut proposer à ce moment-là, c'est lors de la mise à disposition en amont de l'embauche en CDI au sein de l'entreprise adhérente, c'est la préparation de l'ensemble du dossier, puisque effectivement, dans le cadre des aménagements de poste, l'employeur peut bénéficier de certaines aides financières au niveau du financement. Et à ce moment-là, nous faisons l'ensemble des démarches pour que dès lors que le salarié est embauché en CDI au sein de l'entreprise adhérente, on remet uniquement le dossier de financement qu'ils n'ont plus qu'à envoyer au niveau de la GFIP pour pouvoir bénéficier à ce moment-là de ces aides-là. Donc, c'est vrai que cette partie-là est très vague puisqu'on s'adapte vraiment en fonction des demandes et des besoins de nos entreprises adhérentes, mais également de nos salariés mis à disposition. L'axe 3 est bien évidemment la gestion administrative du personnel, puisqu'en tant que groupement d'employeurs, nous portons le contrat, donc nous établissons donc le contrat de travail, la lettre de mission, mais nous assurons également donc le suivi médical des salariés. Nous essayons au mieux de pouvoir organiser des visites médicales, si possible en amont de la prise de poste, puisque l'idée est bien évidemment de pouvoir sécuriser et de valider avec le médecin du travail la compatibilité entre les problématiques de santé du salarié et les missions qu'on envisage à ce moment-là de faire réaliser par le salarié mis à disposition. On assure bien évidemment le suivi du parcours professionnel et les entretiens annuels liés à nos salariés, avec une idée de pouvoir les accompagner sur une montée en compétences pour pouvoir développer un petit peu leur employabilité. Puisque je vous rappelle que l'idée générale de la création de ce groupement est vraiment d'être une passerelle par rapport à la sécurisation de leur emploi et donc de leur apporter, je dirais, les billes qui leur permettra de pouvoir élargir leurs chances par la suite de pouvoir trouver un emploi qui correspond à leurs attentes et qui correspond bien évidemment à leurs capacités. Comme Étienne l'avait précisé également, on apporte un appui administratif au niveau de la déclaration d'obligation de l'emploi des travailleurs handicapés auprès de nos entreprises adhérents, en leur mettant à disposition et en leur transmettant chaque fin d'année un récapitulatif de l'ensemble des mises à disposition dont ils ont pu bénéficier et de leur indiquer également les valeurs qu'ils pourront indiquer dans leurs déclarations qui sont liées à cette mise à disposition au niveau de leur DOTH. Enfin, on les accompagne également dans le développement de leur politique handicap en fonction de leurs demandes. Le quatrième axe, qui est aujourd'hui un axe que nous développons juste actuellement, c'est bien évidemment l'animation du réseau de nos entreprises adhérentes autour de la thématique de l'handicap. Cette animation de réseau passe par l'organisation régulière de réunions thématiques en fonction éventuellement des problématiques que nos entreprises adhérentes nous ont fait remonter et pour lesquelles on peut organiser des petits déjeuners ou des échanges de pratiques qui nous permettent d'apporter un appui réglementaire ou un appui en termes de montée en compétences auprès de l'ensemble des référents handicap ou des DRH des entreprises afin qu'ils puissent mener à bien et au mieux leur politique handicap au sein de leur entreprise. On essaye bien évidemment de procéder à une veille réglementaire au niveau des lois liées à l'embauche des personnes en situation de handicap
afin que du coup, voilà, les entreprises soient au mieux au courant et je dirais qu'ils aient la capacité de pouvoir interpréter et mettre en œuvre les actions qui sont liées à ces évolutions réglementaires. Donc, la plus-value qu'on peut apporter par rapport à tout ça, c'est effectivement un accompagnement global de l'entreprise, mais également du salarié. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on intervient comme vraiment appui et accompagnant pour que derrière, on puisse du coup sécuriser au mieux la mise à disposition dans un premier temps de nos salariés et pourquoi pas la sécurisation du coup de leur emploi, soit auprès du groupement d'employeurs, puisque aujourd'hui nous avons l'occasion de pouvoir embaucher en CDI également, mais également, pourquoi pas, une sécurisation et une embauche définitive auprès de nos entreprises adhérentes. Ce qui est important de comprendre également, c'est que le discours qu'on tient à l'ensemble des entreprises qui adhèrent à notre groupement, c'est que, hormis le fait de répondre à un besoin de flexibilité qu'on peut tout à fait comprendre aujourd'hui, on demande à nos adhérents de pouvoir s'engager au niveau du coup de l'insertion et que du coup, au vu de la typologie du public, l'idée c'est de pouvoir à ce moment-là réfléchir ensemble sur les différentes possibilités et comment on peut mettre en œuvre à ce moment-là du coup un recrutement qui est gagnant-gagnant, que ce soit pour l'entreprise adhérente, mais également pour les salariés. Voilà un petit peu comment nous, on a organisé notre offre de service et comment on a essayé, je dirais, de sécuriser au mieux pour pouvoir faciliter et répondre du coup à l'objet social de notre groupement d'employeurs. Donc, je ne sais pas si vous avez quelques questions par rapport à ce que j'ai pu vous présenter. Pas de questions, donc je pars du principe que c'est un peu clair. Nous pouvons, si vous le souhaitez, rapidement vous proposer peut-être un focus sur comment on organise du coup peut-être l'entretien de recrutement, puisque c'est vrai qu'aujourd'hui on a régulièrement des questions sur comment on gère un entretien de recrutement, qu'est-ce qu'on peut aborder, qu'est-ce qu'on ne peut pas aborder comme sujet. Donc, je vais passer la parole à ma collègue donc Assia Rogaille, qui est en charge donc du recrutement et qui du coup reçoit l'ensemble des candidats et des salariés qui sont mis à disposition par notre groupement. Alors, pour l'entretien de recrutement, la seule question qu'on est autorisé à poser, c'est au sujet des contre-indications médicales. On ne peut pas poser de questions sur la pathologie ou des questions qui sont personnelles et qui regardent le salarié. Moi, les entretiens de recrutement, déjà, je les appelle des entretiens de positionnement. C'est-à-dire que la plupart du temps, je vais pas procéder comme du recrutement classique, c'est-à-dire publier mon offre et ensuite recevoir des CV et juger en fonction des CV les personnes que je vais recevoir. Parce que, comme Bastien l'a dit, souvent on a une reconversion, souvent on n'a pas beaucoup d'expérience, on a 80% des candidats qui sont infra-bac, donc qui n'ont pas de diplôme. Donc, moi, je procède d'une manière qui est différente, c'est-à-dire que je vais m'appuyer sur des partenaires sourcing. Donc, je vais diffuser mes offres de recrutement une fois que le besoin il est exprimé par l'entreprise adhérente à mes partenaires sourcing en leur expliquant que le besoin est à pourvoir pour telle date et de m'envoyer des personnes qu'ils pensent opérationnelles pour ce poste-là. Je vais recevoir la personne en entretien de positionnement. Le but étant de voir comment est-ce que je vais pouvoir le positionner. C'est-à-dire qu'il m'a été envoyé pour cette offre, mais quand je l'appelle, il ne sait pas que je le reçois pour cette offre. Et le but, en fait, c'est que je le connaisse au mieux au niveau de son parcours professionnel et aussi de ce qu'il recherche et de regarder en parallèle quelles sont ses contre-indications médicales. Donc, moi, je vais commencer l'entretien en présentant le groupement d'employeurs et son fonctionnement pour qu'il sache mieux pourquoi il se trouve ici aujourd'hui, enfin, le jour de l'entretien.
Et ensuite, je vais leur demander de se présenter de la manière avec laquelle ils le feraient lors d'un entretien avec un recruteur lambda, pour déjà voir comment ils se présentent. Parce que souvent, les candidats, leur discours peut inquiéter le recruteur. Et ce que j'essaye de leur faire comprendre, c'est qu'on n'a pas besoin de savoir leur pathologie, on a juste besoin de savoir sur le poste quelles sont leurs contre-indications. Donc en fait, ça va être mieux les connaître, voir quelles sont les compétences, mais aussi les compétences qui sont transférables, parce que souvent il y a eu une reconversion, où il y a eu des trous dans le CV, où il y a un CV qui est décousu, et les aptitudes. Et moi, ce que je vais surtout regarder, c'est la capacité à occuper le poste et la motivation. C'est-à-dire que une fois que j'ai regroupé tous ces éléments, moi, je vais faire un retour au candidat à chaud en ayant un peu un rôle de coaching, déjà par rapport à sa manière de se présenter, parce que ce que je leur dis, c'est que pour être convaincant, il faut être convaincu. Et pour être rassurant, il faut être rassuré soi-même sur sa capacité à occuper le poste. Donc, quand j'ai une offre et que je pense que le candidat correspond aux besoins, je veux que le candidat valide et j'envoie le CV qu'une fois que le candidat a validé son envie, sa motivation et sa capacité d'occuper le poste. Donc, c'est à lui de me dire s'il se sent d'occuper la position debout, parce que moi, je suis pas dans son corps et je peux pas savoir. Donc, on va valider un certain nombre de points. Et ensuite, moi, mon rôle, ça va être d'être facilitatrice pour l'entretien dans l'entreprise adhérente. Donc, je vais envoyer le CV et je vais appuyer la candidature en mettant en avant les savoir-être, la motivation, les compétences qui sont transférables. Et je vais essayer de faciliter l'entretien. Après, c'est au choix de l'entreprise de recevoir ou pas le candidat. Mais en tout cas, mon rôle, ça va être aussi de coacher le candidat sur la possibilité d'être convoqué en entretien, sur la manière de se présenter, sur la manière de mettre en avant son parcours professionnel, même s'il peut paraître décousu au premier abord. Donc, voilà comment je procède pour l'entretien de recrutement. Est-ce qu'il y a des questions sur cette partie pratique? N'hésitez pas à poser voilà toutes les questions qui peuvent se poser, ou à aussi éventuellement partager les expériences que vous avez pu ou les situations que vous avez pu rencontrer vous au sein de votre GE. Ce que j'ai pas dit, c'est que en entretien, ce que je demande, c'est de la transparence tout en respectant l'envie ou non du candidat de communiquer, en leur expliquant que ce que je vais dire à l'entreprise qui a exprimé le besoin respectera le secret confidentiel. Ça veut dire que c'est pas parce que moi j'ai des informations que je vais les communiquer. Par contre, je vais avoir besoin d'en savoir un maximum pour ne pas les mettre en difficulté. Pas sur la pathologie, bien sûr, sur les contre-indications, mais souvent, vu que c'est pas un entretien de recrutement, mais que c'est un entretien de positionnement et qu'on est plus dans l'échange que dans l'entretien métier, la personne, souvent, on va dire les candidats, dans plus de 80% des cas, ils vont être transparents avec moi et je vais en savoir beaucoup plus que quand ils vont faire un recrutement ailleurs. Donc, je leur explique que c'est pour ne pas les mettre en difficulté, que ça restera entre nous, mais que par contre, quand je vais appuyer la candidature, moi, je vais parler des contre-indications médicales. Par exemple, si la personne a besoin d'alterner les positions et que c'est un poste d'agent d'accueil, je vais juste dire que la personne a besoin d'alterner les positions sans parler du fait qu'elle a mal au dos ou qu'elle s'est fait opérer ou
ou autre. Parce qu'il y a une question, est-ce que l'entreprise utilisatrice est informée de leur pathologie plus tard? Non. Donc je suppose que non. Jamais. En tout cas, sur la pathologie, jamais. Sur les contre-indications, oui, s'il y en a besoin, par rapport au poste. Donc, c'est toujours par rapport au poste pour lequel je présente la candidature. Mais sur la pathologie, non, jamais. Et moi, je le sais pas tout le temps, hein. Je le sais parce que souvent, ils se sentent écoutés, donc ils se confient. Après, c'est à moi de recadrer aussi et de rester sur une posture professionnelle de recrutement. Mais la pathologie, dans beaucoup de cas, je ne sais pas quelle est la pathologie. Je ne sais pas si j'ai répondu. Oui, super. Est-ce qu'il y a d'autres questions? De toute façon, voilà, il faudra pas, suite à la réunion thématique, il faudra pas hésiter à solliciter le CRGE pour toute question juridique. Et si vous avez besoin, on pourra aussi bien sûr vous mettre en relation avec le GE Andy-Neurone sur des questions plus pratiques ou opérationnelles. Bien sûr, le but c'est juste de sensibiliser à la question et d'apporter des premiers éléments, mais on pourra vous accompagner plus en profondeur si besoin. Donc, apparemment, il n'y a pas d'autres questions. Donc déjà, un grand merci à Bastien et Assia de la proposition et d'avoir assuré l'animation de cette réunion. J'en profite aussi pour vous rappeler une petite page de publicité. Début novembre, le 7 et 8 novembre à Paris, le CRGE organise 2 journées de formation. Donc, le 7 novembre, une journée de formation sur l'actualité juridique animée par Pierre Fadeuil. Et le 8 novembre, une journée plus opérationnelle sur la formation interne, avec notamment l'AFEST, l'action de formation en station de travail, comment mettre ça en œuvre dans votre GE. Donc, ce sera le 7 et 8 novembre à Paris. N'hésitez pas à vous inscrire si ça vous intéresse. Voilà. Et la réunion thématique sera diffusée dans quelques semaines ou dans quelques mois sur Internet. Vous pourrez la retrouver de manière illimitée. Voilà. Merci et bonne journée à toutes et à tous. Et à très bientôt. Au revoir.